Charnière entre l'Amérique anglo-saxonne et l'Amérique latine, le Mexique est le théâtre de toutes les outrances, mais aussi d'une étonnante diversité. Terre d'innombrables migrations aux portes du rêve américain, berceau d'insurrections historiques, épicentre des trafics de drogue, mais aussi territoire d'expression en tout genre. Avec plus de 120 millions d'habitants, ce pays est devenu aujourd'hui une plaie ouverte, noyée par la violence et par la corruption. Mais derrière ces images, le Mexique est aussi un grand réservoir de créativité et de résistance, dont les photographes sont autant les témoins que les acteurs. Avec leur appareil de photo, ils nous emmènent au cœur du pays dans un voyage du nord au sud. Leurs regards et leurs paroles nous dévoilent un univers aux multiples facettes. Un pays habité par la souffrance, la résistance, la jouissance et même l'indifférence. La frontière actuelle du nord du Mexique court sur 3200 km, de la côte pacifique jusqu'à la côte atlantique. Elle fut arbitrairement dessinée en 1848 lors du traité de Guadalupe Hidalgo qui mit fin à la guerre entre les États-Unis et le Mexique. Le Mexique cédait aux États-Unis la Californie, le Nevada, l'Utah et partie d'autres États comme le Colorado et le Texas. J'ai photographié la frontière à plusieurs reprises, particulièrement à Tijuana. Ces paysages sont impressionnants parce que tu vois la nature et tu vois aussi que tout cela est interrompu par une frontière. Cette idée de cicatrice dans le paysage, je l'imagine toujours comme un couteau qui le coupe d'une manière très arbitraire. Tu peux voir que ce n'est pas une ligne. En fait, elle descend et brusquement elle monte. Partant de Tijuana, ville emblématique aux confins des deux Amériques, le photographe Francisco Matarrosas parcourt cette frontière depuis 2 décennies. Ces années de photojournalisme l'ont progressivement amené sur des projets documentaires au long terme. Ces trajets, réalisés tout au long de ces 3200 km de la ligne de démarcation, m'ont appris beaucoup de choses, en particulier rompre avec l'idée communément admise dans le centre du pays que tout le Nord est pareil. Dans son projet, La Linéa, il appréhende la frontière à partir de paysages, d'objets ou de personnages. Les images qu'il construit cherchent souvent à révéler métaphoriquement leur histoire. Le mur qui commence sur la plage se termine ici. C'est pour cela que j'aime ce lieu. C'est amusant ici. Là, je suis un illégal aux États-Unis. Et là, je rentre au Mexique. Il y a là-bas la police des frontières. Regardez, ils sont là. La construction du mur commença en 1994 avec l'opération Gatekeeper sous l'administration du président américain Bill Clinton. Ce mur doubla de longueur pour atteindre 2500 km sous les administrations Bush et Obama. En 2018, à quelques mètres de l'ancien mur de Tijuana, l'administration Trump expose les prototypes du nouveau mur. Parfois, j'ai l'impression que, concernant les nouvelles relatives à Trump, on est bien plus inquiet à Mexico qu'ici. Lorsque tu parles avec les gens d'ici, tu te rends compte que, oui, ils savent que le mur existe, mais ce n'est pas quelque chose qui les inquiète.
Lorsque tu parles avec les gens à Mexicali ou à Nuevo Laredo, tout le monde te raconte les histoires de leur enfance, la manière dont ils traversaient la frontière pour acheter du lait et comment les gens venaient de l'autre côté aussi pour acheter des tortillas. Certains théoriciens ont parlé d'une troisième nation qui serait cette zone entre les États-Unis et le Mexique, où ce n'est pas encore les États-Unis ni le Mexique, mais plutôt cette troisième nation synonyme de combinaison, de cohabitation. Tijuana en particulier, où nous nous trouvons maintenant, est une ville que j'ai toujours trouvée très attrayante en raison de tout ce qu'elle signifie. C'est une ville d'arrivée, mais aussi une ville de passage. C'est une ville qui accueille les gens qui décident d'y rester. Je pense qu'il y a désormais 2 ou 3 générations qui sont nées ici. Même si leurs parents viennent d'ailleurs, ils ont grandi, ils étudient à l'université. Et ils éprouvent un attachement profond à la ville. Ils se sentent absolument tijuanais. Ils aiment vraiment la ville. Tout au long de la frontière, j'ai interviewé beaucoup de Mexicains qui avaient été récemment expulsés des États-Unis. À Tijuana, dans le canal, il y avait des jours où je passais 4 heures à parler avec les gens et je ne prenais aucune photo. Une partie de la société préférerait qu'il n'y ait pas de déportés, qui deviennent des sans-abri ou des toxicomanes. C'est la preuve évidente que les choses ont mal tourné, l'éducation, la politique, l'économie. À Tijuana, le poste frontalier de San Isidro est le plus traversé au monde. Chaque jour, plus de 70 000 voitures et 20 000 piétons y traversent la frontière dans un sens ou dans un autre. Il y a une photographie que j'aime beaucoup qui se situe exactement dans la guérite de San Isidro à Tijuana, où les voitures traversent la frontière. Il y a un dos d'âne avec une ligne incrustée marquant géographiquement la délimitation des 2 pays. En haut, c'est écrit États-Unis, en bas, Mexique. ¿Cómo está? Trabajando un ratito. Sí, quiero tomar una foto de ese. ¿Me permite un segundito? Du sud vers le nord traversent les migrants, traversent la drogue, mais aussi les travailleurs légaux, les travailleurs qualifiés qui étudient dans notre pays et qui profitent de leur talent de l'autre côté. Et c'est pareil dans l'autre sens. Inversement, c'est l'argent, la violence et les armes qui traversent. Cette petite ligne symbolise les États-Unis et le Mexique. Pour moi, c'est une sorte de champ sémantique qui contient les 2 nations. Ici, à Tijuana, tu ressens beaucoup de solidarité. On a été dans le desayunador du Padre Chava, dans la zone nord de Tijuana. C'est étonnant le travail qu'ils font. Plus de 1000 petits déjeuners chaque jour, du travail bénévole, des gens qui donnent de leur temps pour servir les autres. Il y a des cas dramatiques. Il y a des gens qui ont vécu 30 ou 40 ans aux États-Unis sans rentrer au Mexique, dont on pourrait même dire qu'ils ne sont plus mexicains. Beaucoup de gens avec qui je parle, qui sont maintenant des accros à l'héroïne, vous disent qu'ils ont été expulsés mais qu'ils ne peuvent pas retourner dans leur village parce que leurs familles ont tout vendu pour qu'ils puissent voyager.
Et maintenant qu'ils ont été expulsés, ils ont honte de revenir. Alors ils préfèrent fuir le regard de leur famille en raison de ce sentiment de frustration. Et tout à coup, ils se trouvent ici sans papier, sans argent, mais surtout avec ce sentiment d'échec. C'est là que je dis que l'échec du modèle économique est évident, l'échec de la politique, l'échec de la géopolitique. Souvent, les rêves de cette vague qui vient du sud vers le nord se heurtent contre ce mur. Je trouve intéressante la phrase qui apparaît quelque part sur le mur « C'est ici que les rêves rebondissent », car cela semble être vrai. Mais il serait intéressant de penser aussi à l'autre côté du mur, et peut-être une phrase similaire de l'autre côté pourrait être « Les cauchemars passent par ici ». À l'est de Tijuana, le désert de Chihuahua révèle une autre ville frontière entre les États-Unis et le Mexique, Ciudad Juárez. Depuis la période de la prohibition de l'alcool aux États-Unis, Ciudad Juárez est devenu le lieu des bars et des table dance. La prostitution, le trafic de drogue et la corruption vont donner à la ville une personnalité et une esthétique nouvelle. Mayra Martel est née à Ciudad Juárez. Après ses études de photographie à Mexico, elle revient dans sa ville natale. La ville n'est plus la même. Les gens fuient la violence suscitée par les cartels et l'armée. Les autorités tentent de nettoyer la ville en détruisant les immeubles des quartiers chauds. Mayra Martel documente ces changements. Son enquête photographique l'amène directement au sujet qui hante la ville, la disparition des femmes. L'avenue Juárez est l'avenue la plus importante de la ville. C'était un lieu de tourisme. Tous les bars étaient dans ce quartier. La rue était toujours très fréquentée par des gens qui venaient des États-Unis. Beaucoup de filles qui ont disparu dans les années 2009 et 2010 ont été kidnappées dans ces rues. La plupart des filles avaient entre 15 et 22 ans. Elles venaient chercher du travail dans ces boutiques qui employaient même des mineurs. Les filles venaient avec leur CV pour les entretiens et c'est ici même qu'elles étaient alors kidnappées par la bande qui tenait le quartier. Ce sont les vêtements d'Erika. C'est le premier cas que j'ai traité. Voici un autre cas, celui d'Esmeralda. Ce sont les photos de la fête des 15 ans de Yesenia.
Mayra Martel consulte les archives de la police, rencontre les assassins présumés. Mais surtout, elle veut connaître la vie de ces femmes et leur donner une identité au-delà des statistiques. Quelle vie dissimule ces visages placardés dans les rues? Et donc je prends le téléphone, mon tout premier appel, c'est la mère d'Erika Carrillo qui me répond. Elle me dit d'une voix affectueuse, « Oui, bien sûr, viens à la maison !» Et je commence alors à connaître Erika, qui n'est plus là, à travers ses objets personnels. Au final, il s'agissait de portraits de personnes absentes. Mais comment faire de tels portraits? La majorité des femmes disparues travaillaient dans les maquiladoras, ces usines de montage souvent américaines, implantées dans la zone frontalière, à la recherche d'une main-d'œuvre bon marché. Elles vivaient dans les quartiers périphériques de la ville qui se sont développés anarchiquement en même temps que les usines. En février 2012, un paysan trouve 26 corps dans le lit asséché du Rio Navarro, dans le désert du Chihuahua. 12 de ces jeunes filles sont celles que Mayra Martel avait documentées. L'enquête dévoile qu'elles étaient séquestrées dans l'hôtel Verde, en plein centre-ville. L'hôtel Verde était le lieu où le cartel des Aztecas se réunissait. Ces types kidnappaient les filles, ils les gardaient à l'hôtel. Ils les prostituaient dans des résidences privées et dans l'hôtel. Ils les emmenaient aussi se prostituer dans des prisons. Monica a été la première à être identifiée. Ses restes ont été retrouvés dans la rivière Navarro. On a découvert après qu'elle avait été séquestrée ici pendant 4 mois. L'hôtel Verde est muré par la police, le temps de l'enquête et du procès à venir. Mayra Martel s'y introduit. C'est un endroit à 3 étages et partout il y avait des portes qui étaient ouvertes. Il y avait des oreillers ensanglantés. L'endroit était très effrayant. Il était 6 heures du matin. Si la police me surprenait, ils allaient me mettre en prison. J'ai un peu filmé, j'ai pris quelques photos, mais je tremblais. En 2015, s'ouvre le procès de l'hôtel Verde, l'un des rares à aboutir depuis des années. Les familles apprennent enfin ce qu'ont vécu leurs filles. Quand elles ne voulaient plus travailler, ils les emmenaient à la rivière Navarro, qui était aux alentours de la ville. C'est là où on les avait retrouvées. Comme aucun véhicule ne pouvait passer, ils les attachaient une corde au cou, les faisaient marcher pendant 15 ou 20 minutes. Et puis ils les massacraient à coups de pierre sur la tête, jusqu'à la mort. Selon les autorités, près de 1500 femmes ont été assassinées dans la ville depuis les années 90. Ciudad Juárez est également une ville où journalistes et photographes sont régulièrement enlevés et assassinés. Mayra Martel aura été enlevée pendant ses investigations sur les féminicides. Cela a été quelque chose de terrible, mais je m'en suis bien sortie. Des gens sont venus, m'ont fait monter dans une fourgonnette. Ils m'ont menacée pendant 2 heures, puis ils m'ont relâchée à Anapra. Mayra Martel est obligée de partir. Depuis, elle ne revient que ponctuellement et ne reste jamais plus de quelques jours. Je crois que mon travail, c'est une quête, une tentative de comprendre ce qui est en train de nous arriver. Il faut comprendre le fait que notre société est en train d'échouer. Depuis 2005, Mayra Martel a documenté 142 cas de disparition et 30 assassinats de femmes dans cette ville frontalière. Nous quittons la frontière et descendons vers le sud, dans le désert de Nuevo León, au pied de la Sierra Madre orientale.
nous découvrons un tout autre Mexique, avec Monterrey et sa petite sœur, San Pedro Garza Garcia. San Pedro est la ville où l'index de revenus par habitant est le plus élevé d'Amérique latine. San Pedro fut fondé aux alentours de 1882. Les gens habitaient à Monterrey. Les résidences secondaires étaient à San Pedro. Puis Monterrey est devenue l'une des villes industrielles les plus puissantes de notre pays. Et c'est à San Pedro que tout l'argent de Monterrey s'est concentré. Depuis presque 20 ans, Ivonne Venegas mène un travail photographique sur les classes sociales privilégiées du Mexique, un pays où les inégalités sont poussées à l'extrême. Les habitants de San Pedro sont pour beaucoup issus de grandes familles de l'industrie mexicaine. Super. Qué nervioso. Ay, perfecto. Como siempre. C'est très près des États-Unis et une bonne partie de l'esthétique est formulée à partir des standards de beauté américains plutôt que des standards mexicains. C'est comme dire nous n'avons rien à voir avec les Mexicains. Il y a une certaine mise à distance de la culture mexicaine. Qué hermosas personas. C'est en 2000 que j'ai réalisé pour la première fois un projet exclusivement centré sur la classe aisée. Je l'ai intitulé « Les filles les plus belles de Basse-Californie ». J'ai élargi l'idée du portrait à une situation et un espace où ces personnes se trouvaient. Ce que j'ai essayé de mettre en évidence, c'est qu'il s'agit d'une bulle, une création, une construction de classe qui n'est pas forcément attachée à la réalité et qui pourrait être une fiction. J'utilise les stratégies d'un photographe du social, qui consiste à garder une distance. Les gens recherchent du statut. Alors ils cherchent le photographe qui, lui, détient le pouvoir de leur donner ce statut. Il y a une certaine complexité dans ces relations. Qui tu peux inclure ou non sur la même photo? C'est une sorte de toile d'araignée dans laquelle chacun doit tenir sa place. Et il y a du dédain de toutes parts. J'ai toujours travaillé entre le parfait et l'imparfait. Il y a un espace vivant entre ces deux opposés. C'est quelque chose qui est resté dans mon imaginaire et c'est la base sur laquelle j'ai commencé à travailler mon discours en tant qu'artiste. Nous continuons notre périple pour atteindre l'épicentre du pays. Avec plus de 20 millions d'habitants, Mexico est la 3e ville la plus peuplée au monde. Sous l'effet de la concentration économique, sa population s'est multipliée par 4 en moins de 60 ans. Les nouveaux venus viennent notamment des États de Puebla, Hidalgo, Oaxaca et Michoacán. La ville ne cesse de s'étendre. Dans les quartiers délabrés du centre-ville, comme dans les quartiers périphériques, des phénomènes de bande sont apparus depuis les années 80. Federico Gama photographie depuis plus de 30 ans cette jeunesse exclue. La violence, dans un contexte urbain de migration,
est au cœur de son travail. J'habite ici à Mexico. Je suis né dans un quartier traditionnel de cette ville, Tacubaya. J'ai travaillé à partir de 3 thèmes fondamentaux qui sont l'identité, les vêtements comme forme d'expression et ce que j'ai appelé les migrations culturelles. Ces projets sont finalement presque autobiographiques parce qu'ils ont lieu dans les quartiers où je suis né, avec les personnages que j'ai connus. J'ai vécu le processus d'appartenance à une bande dans le quartier. Mais le plus intéressant pour moi, dans cette idée que j'appelle l'émigration culturelle, c'est que ne voyage pas seulement la personne, mais voyage aussi les idées, la manière de penser, la façon de comprendre le monde. Ce sont des photos du livre des Cholos Alanetza. Le mouvement Cholo est né à Los Angeles, en Californie, à la fin des années 70, dans les quartiers Chicanos. Il est devenu une marque de résistance sociale, culturelle et politique de la population mexicaine qui vit aux États-Unis. Une résistance qui passe notamment par les tenues vestimentaires. Cette culture Cholo est introduite au Mexique au début des années 90. Federico Gama a documenté ces Cholos dans le quartier de Nezahualcóyotl, un quartier populaire de Mexico. Ce sont 2 films, Les Princes de la Ville et Sans rémission, qui ont influencé ces jeunes-là d'une façon très significative. Après les avoir vus, ils devenaient Cholos du jour au lendemain. Pour eux, le rêve américain, c'est d'être comme dans Sans rémission, faire partie d'une bande ou d'un gang. Cette photo est très symbolique pour moi. Ce sont 3 garçons qui me pointaient, visant littéralement l'appareil photo. Cela parle quelque part de la confiance que nous nous faisons mutuellement. Je considère que malgré la délinquance et la violence qu'incarnent ces jeunes-là, ils sont importants pour leur famille, pour leur communauté, pour leur quartier et pour le pays. Ce jeune-là, il pense être comme lui, ou comme cela. Mais il représente des choses complètement différentes. Aux États-Unis, les Mexicains vivent la discrimination et ils utilisent les vêtements comme vecteur de résistance sociale. Ils veulent exposer leurs origines de travailleurs et dire qu'ils sont mexicains. Et ici, cela cache ce que les autres veulent exposer. Ils veulent dissimuler leurs origines indigènes et leur statut de travailleur. Dans le quartier de Tacubaya, Federico Gama photographie depuis une dizaine d'années une jeune population indigène d'origine Masawa. Ces jeunes Masawa mêlent esthétique, cholo, punk et scato. Le photographe les a baptisés Masawa Cholo Scato Punk. Le fait de s'habiller avec les vêtements de punk, de cholo, de scato, c'est-à-dire d'être urbain et contre-culturel, leur donne beaucoup de force. Il y a une photo qui l'explique très bien. Force de gravité. C'est la force qu'a ce garçon pour se mettre en scène dans la ville de Mexico. Il porte un foulard du club Toluca comme un bandana. Il porte des gants scatos, un pantalon cholo et une chemise punk. La question indigène est vraiment complexe dans le pays. Ils travaillent dans la construction pendant quelque temps. Les filles, elles, font des ménages. Ils vivent comme des étrangers au cœur de Mexico, alors qu'ils sont un peuple originel du pays. La zone Masawa est à 150 km de Mexico. Toute cette zone était habitée par ceux qui cassaient des pierres et qui ont construit la grande Tenochtitlan. Les dames Masawa m'ont dit « Nous avons été les bâtisseurs de la ville depuis l'époque préhispanique.
Nous étions des peuples dominés par les Aztèques et maintenant nous sommes dominés par les gens de la capitale. Buenas tardes. Andamos buscando a la güera que luego anda. Acá está. Ahí está. Ils personnifient l'attitude du garçon contre-culturel. Après Massawa Cholo Scatopunk, je commence à travailler sur un projet, Los Iluminados, qui est lié à ce qu'on appelle le 12D. C'est un travail avec la Vierge de Guadalupe. Les jeunes vont en pèlerinage le 12 décembre à la basilique de Guadalupe rendre hommage à la Vierge métisse. Ce qui me semble intéressant, c'est ce lien entre la violence, la délinquance et la religion. Je crois qu'il y a une espèce de désillusion chez les jeunes. D'un côté social, mais aussi d'un autre côté, il y a une espèce de fanatisme, exprimé par un retour vers la religion. Nous quittons la capitale pour plonger toujours plus au sud. L'État de Oaxaca est l'un des États les plus pauvres du pays. C'est un État fondamentalement rural avec une forte concentration de population indienne. Né dans le village d'Ocotlan, Edgardo Aragon incarne la première génération de sa famille à être allé à l'université. Son travail cherche à rendre compte de la violence et des conflits territoriaux de cette région, générés par l'installation de grandes entreprises nationales ou multinationales sur ses terres natales. Ses œuvres sont souvent des installations mixant vidéo, photos et peinture, à l'instar de son projet Mésoamérique, l'effet ouragan. Depuis 2007, le gouvernement mexicain, avec d'autres pays d'Amérique centrale, a lancé le projet de faire de l'isthme de Tehuantepec une voie de communication qui rivaliserait avec le canal de Panama. Le développement d'un corridor éolien dans la région est au cœur de ce projet. Aujourd'hui, l'isthme compte près de 1300 éoliennes. Bien souvent, il y a un paradoxe dans des endroits comme l'isthme de Tehuantepec, où l'on voit ces grandes éoliennes générant de l'énergie propre. On pourrait penser que c'est un beau paysage. Mais en réalité, si vous creusez un peu, vous trouverez quelque chose qui est omniprésent au Mexique. Dépossession, violence, mort, déplacement, et surtout, beaucoup d'inégalités. Les champs éoliens sont implantés sur des terres dites éridales, un régime agraire, communautaire, hérité de la révolution mexicaine des années 1910. Ce régime visait à limiter les grandes propriétés. La réforme constitutionnelle de 1992, sous la présidence de Carlos Salinas de Gortari, rendit ces terres à nouveau privatisables.
Cela a donc aidé les sociétés éoliennes à s'installer dans l'isthme de Tehuantepec, sans l'aide de personne et sans faire grand-chose. Il suffit de corrompre les autorités locales avec très peu d'argent, en échange de quoi elles expulsent la population. Pero sí se están poniendo los parques, ¿no? Aquí ya comenzaron a poner de este lado. Ah, ¿ya hay de este lado? Y aquí en Arriaga. Ah, sí. Y ya. Pero ¿a poco aquí hace tanto viento como en la otra, como en San Mateo y en...? Bueno, aquí no pega tan fuerte a la cantidad de aquello. Ajá. Pero los vientos son permanentes. Aucune des éoliennes présentes ne donne de l'énergie à la région, ni même aux communautés les plus proches. C'est le cas de Cachimbo. Cachimbo se trouve à 8 km d'un parc éolien, mais elle ne dispose pas d'électricité. Buenas tardes. L'île de Cachimbo et ses habitants, des pêcheurs d'origine ouavès, subissent les ravages récurrents d'ouragans et de tremblements de terre. C'est un territoire abandonné par l'État qui souhaiterait déplacer ses habitants. L'île se situe en plein corridor de tous les trafics, drogue, migrants, pêche illégale de tortues. Esto era una cocina comunitaria, mira cómo quedó. También lo tiró el Bárbara y lo terminó el terremoto. Le tiró una pared para ahí. Dans sa série intitulée Gente Feliz, les gens heureux, Edgardo Aragon ironise sur un classement officiel qui ferait du Mexique l'un des pays où les gens sont les plus heureux. ¿Por qué no vienen a vigilar las playas? ¿Por qué no hacen su trabajo? Es donde está pasando realmente. Es donde está pasando todo lo malo, todo el crimen organizado, las drogas. ¿Qué le hacen? Nada. Tiene dinero, sale fácil. Claro. Y el pobre que no tiene dinero, ahí te vas a quedar. O sea que la ley no es... Es como aquel que dice, está del lado de quien tiene. Claro. Y si no tienes, pues ahí te quedas. ¿Cuántos inocentes están metidos en la cárcel por cosas que no vale la pena? La vidéo commence par un aperçu de ce qui se trouve sur YouTube. Et on y voit une de ces éoliennes qui vient d'exploser. C'est comme le prologue de tout ce qui se passera à cet endroit. C'est la brutalité de la société et de l'État. Le feu reste fondamental dans les sociétés d'aujourd'hui. Et pour moi, c'est très important d'essayer de montrer que nous ne sommes pas une société vraiment avancée. Nous sommes plutôt une société qui a troqué une pierre de silex pour un téléphone portable. Mon nom est Guadalupe Vázquez Luna. Je suis originaire de la communauté d'Acteal, du municipio de Chenalo, dans l'état du Chiapas. Ma langue maternelle est le tzotzil. Je passais dans ces environs parce que le terrain de mon père est à côté. C'est toujours notre chemin pour aller voir les plantations de café ou la milpa. Il y avait un petit chemin. Nous y passions pour aller chercher l'eau, mais toujours avec la crainte qu'un animal, une sorte de tigre, pouvait surgir de la colline.
Le 1er janvier 1994, le Mexique fut le théâtre d'une révolte inédite. Le soulèvement zapatiste. Dans les montagnes du Chiapas, une armée composée d'une poignée de guerrilleros et de nombreux paysans mayas déclarait la guerre au gouvernement mexicain. Les insurgés se réclamaient d'Emiliano Zapata, le héros paysan de la révolution mexicaine de 1910. Leur prise d'armes du 1er janvier 1994 était une riposte directe à l'accord de libre-échange fraîchement signé entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Elle dénonçait aussi une réforme agraire qui allait fragiliser la paysannerie mexicaine. Pedro Valtierra rejoint la zone zapatiste après avoir déjà photographié des conflits majeurs en Amérique latine. Je connaissais le Chiapas, le Guatemala, le Salvador, l'Amérique centrale. Je n'aurais jamais imaginé voir un conflit armé dans mon propre pays. Nous sommes arrivés le 3. La situation était encore compliquée. Il y avait des fusillades et des affrontements. Nous sommes allés à Ocosingo. C'est là que j'ai vu les zapatistes morts au combat. La photo du sous-commandant Marcos, qui est l'une des premières photos que je prends de lui, est prise à la Realidad lors d'une de ses conférences où il accepte de recevoir des journalistes. Les combats entre les zapatistes et l'armée régulière durèrent 12 jours. Le gouvernement accepta d'ouvrir des négociations. Les négociations aboutiront aux accords de San Andrés, signés en février 1996. Ils furent trahis par le gouvernement qui lança une violente campagne contre-insurrectionnelle. En armant des groupes paramilitaires anti-zapatistes, le pouvoir attisait volontairement une division entre anti- et pro-zapatistes qui atteint son paroxysme en 1997. C'est une stratégie observée dans beaucoup de conflits de ce type à travers le monde. Ils les ont préparés de manière à ce qu'il n'y ait aucun conflit direct, à la seule fin qu'ils se disputent entre eux et qu'ils se divisent. C'est une stratégie à long terme, qui peut durer plusieurs années, 20 ou 30 ans comme dans ce cas-ci. De nombreuses familles furent forcées d'abandonner leurs terres et s'installèrent dans des camps de réfugiés. La communauté d'Acteal accueillit des voisins fuyant les violences paramilitaires. Le père de Guadalupe Vázquez Luna, catéchèse d'Acteal, organise l'accueil des réfugiés de plus en plus nombreux. Le 22 décembre, il les réunit dans l'église du village pour un jeûne et une prière. Les tirs qui s'entendaient alors au loin semblaient se rapprocher. Nous avons vu les balles passer au-dessus de nous. Elles traversaient les arbres. Et je me souviens quand mon père m'a dit « Imaginez que cette balle traverse notre corps. Si elle traverse un arbre si facilement, qu'est-ce qu'elle ferait à notre corps ?» Et la dernière chose dont je me souviens, c'est quand ma mère a reçu une balle dans le bras. Et que j'ai vu un paramilitaire devant moi, peut-être à 10 mètres. Il tire sur ma mère. Je me lève en hurlant. Je n'avais plus peur des balles. Je n'avais plus peur des paramilitaires. Mon esprit était concentré sur la perte de ma mère. Les enfants ont commencé à crier, à pleurer. Les cris de gémissement, de douleur que l'on pouvait entendre étaient très impressionnants, tellement traumatisants. C'était la dernière chose que j'ai vue. Le massacre, comme les témoignages journalistiques l'ont rapporté, a duré toute la journée. C'était une tuerie. En tant que photographe de presse, j'ai assisté à de nombreux conflits,
Mais je n'ai jamais vu ni entendu parler d'un massacre de cette nature. 45 personnes ont été assassinées, massacrées. L'histoire a déjà été racontée. Ils arrivent à l'église, ils tuent des femmes, des enfants. Ils ouvrent le ventre de 3 femmes enceintes pour en extirper leurs enfants. Pendant ce temps-là, l'armée est près d'Acteal, mais elle n'intervient pas pour arrêter le massacre. Guadalupe, son frère et ses 2 sœurs sont les uniques survivants de sa famille. Elle trouve refuge dans un camp zapatiste. D'autres survivants vont dans le village voisin de Soyep. Pedro Valtierra s'y rend pour le compte de la Jornada, quotidien national qui assure une couverture permanente du conflit. C'est en bas de la descente qu'il y avait des campements des réfugiés. Ils dormaient ici. Ils dormaient tous ici. Le massacre était très récent, 12 ou 15 jours avant. Les gens étaient en colère contre l'armée. Les familles des 45 personnes tuées à Acteal considéraient l'armée comme leur principal ennemi. Et ils ne voulaient pas qu'il soit à proximité. Les femmes ont pris la tête d'un groupe et ont décidé d'aller demander aux militaires de partir. Et peu à peu, ils se sont rapprochés. J'avais un peu peur en voyant comment les femmes les poussaient d'une manière si violente et comment les soldats chancelaient et étaient sur le point de tomber. María Pérez Oyalte, 43 años. Marta Capote Pérez, 12 años. Rosa Vázquez Luna, 24 años. Marcela Capote Ruiz, 29 años. Marcela Pucuj Luna, 67 años. Ruiz Gómez, 6 años. Catalina Luna Pérez, 21 años. Manuela Pérez Moreno. Alors que je ne donne jamais de titre à mes photos, c'est moi qui ai intitulé cette photo « Les femmes de Soyep ». En réalité, il y a beaucoup de femmes. Cette femme ne représente pas une seule femme, mais toutes les femmes qui sont dans cette lutte, ce mouvement, dans cette idée. Cette photographie des femmes de Soyep fut relayée par la presse dans le monde entier. L'image vieillissante du guerriero s'éclipsait devant celle de femmes en révolte. Nos encontramos construyendo nuestra autonomía. Los mismos malos gobiernos perpetran a través de sus instituciones, funcionarios y policías, no solo suceden contra hermanos otomis o mayas, sino contra muchos pueblos originarios de México. Les auteurs de ce massacre ont été libérés. Le gouvernement a décidé qu'il n'y aurait pas de peine lourde. Ils sont libres. Je n'ai presque pas parlé de cela, parce que s'en rappeler, c'est aussi le revivre. Mais si je n'en parle pas, cela restera là où le gouvernement le veut, dans l'oubli.
Guadalupe Vázquez Luna siège aujourd'hui au Conseil indigène de gouvernement, dont l'objectif est de promouvoir l'autonomie des communautés. Je vois la réalité différemment avec mon appareil de photo, dit la maestra Graciela Iturbide. Lorsque j'approche mon œil du viseur, j'entrevois un autre monde. Graciela Iturbide est aujourd'hui la doyenne de la photographie au Mexique. Elle incarne les grands photographes du passé, comme son maître, Manuel Alvarez Bravo, aussi bien que les nouvelles générations qu'elle a profondément influencées. Son travail photographique, intense et poétique, témoigne de la diversité du Mexique. Je dis toujours que mon appareil photo a été un prétexte pour connaître la culture de mon pays. J'ai réussi à connaître mon pays, ses différentes cultures, parce qu'il s'agit de plusieurs Mexiques très différents. Je n'utilise pas de téléobjectif, ni de flash, ni rien de tout cela. Je n'y vais qu'avec mon appareil photo et je cadre de tout près. Ils ne sont pas différents de moi. Je suis mexicaine tout comme eux. J'ai peut-être plus de privilèges qu'eux. Ou peut-être qu'ils en ont plus que moi. Cependant, j'ai toujours aimé avoir de la complicité avec eux. Au-delà de la réalité crue de son pays, Graciela Iturbide aura saisi un monde de rêves et de chimères. Un monde où le beau entre en résistance contre l'âpreté du réel. Ce Mexique, c'est le Mexique profond. Un Mexique qui rompt avec l'imaginaire du vaincu pour renouer avec sa vitalité intime.